Habituellement sur cette chaîne, j'ai l'habitude de vous parler de mystères d'internet et autres lost media, mais aujourd'hui le sujet est beaucoup plus grave. Dans cette vidéo, je vais aborder des sujets très durs et parfois très choquants. Je conseille donc à toute personne étant sensible aux affaires de violence physique et aise de passer leur chemin, et on se retrouvera pour une vidéo plus soft. Quant aux autres, allons-y. Je pense que vous êtes au courant, mais il existe de nombreuses affaires criminelles qui aujourd'hui encore restent de véritables mystères. Dans cette vidéo, on va se pencher sur 3 enquêtes policières irrésolues qui aujourd'hui encore cachent une grande part d'ombre. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Blair Adams. Le 11 juillet 1996, des employés d'une entreprise de construction retrouvent un corps sans vie au milieu d'un parking. On est à Knoxville dans le Tennessee et ce corps sera vite identifié comme celui de Blair Adams, un Canadien vivant à 4000 km d'ici. Quand le shérif de la ville arrive sur les lieux, il ne le sait pas encore, mais cette affaire sera la plus intrigante de toute sa carrière. Bon, pour commencer, on sait peu de choses sur l'enfance de Blair Adams. À vrai dire, on ne sait même pas qui est son père. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est né en 1964 au Canada. On suppose qu'il a grandi dans un climat plutôt calme, entouré de sa mère et de son beau-père. Blair travaille même dans l'entreprise de ce dernier, une entreprise de construction opérant au Canada et en Allemagne, et apparemment il était doué. Tellement doué d'ailleurs qu'il fut envoyé en Allemagne directement pour y diriger un chantier. Là-bas, il rencontre une femme et très vite ils sortent ensemble. Encore une fois, on sait peu de choses sur leur relation. En 1996, il a alors 31 ans et son travail en Allemagne étant fini, il repart vivre assuré au Canada, mais sans sa compagne. Malheureusement, à son retour, sa famille le trouve différent. Il agit bizarrement, semble perturbé, et lorsque ses proches le questionnent, il affirme que de fausses rumeurs sur lui se répandent, mais surtout que quelqu'un cherche à le tuer. Une semaine plus tard, tout bascule. On est le 5 juin 1996 et Blair ne se présente pas au travail. À la place, il se rend à la banque et décide de retirer tous les bijoux qu'il avait stockés. D'ailleurs, personne ne sait d'où il a obtenu ces bijoux. Il retire également une grande partie de ses économies en cash et parcourt 200 km en direction de l'ouest. Là-bas, il prend un ferry à Victoria pour rejoindre les États-Unis d'Amérique. Cependant, les douaniers l'ont trouvé suspect. Déjà, il agissait de façon bizarre, presque erratique, mais surtout son sac rempli de bijoux et de billets ne passait pas inaperçu. Très vite, ils l'ont pris pour un passeur de drogue. Et quand ils ont consulté ses antécédents, ils n'ont pas hésité à le raccompagner gentiment chez lui au Canada. Parce que oui, un détail que je ne vous ai pas donné, c'est que Blair avait pour habitude de se droguer. Elle se rendait même aux alcooliques anonymes pour ses problèmes d'addiction. Cependant, selon ses proches, ça fait maintenant 2 ans qu'il est sobre, d'alcool et de toute substance. Mais revenons à Blair. De retour chez lui, cette fois-ci il se rend à son travail et annonce sa démission. Quelques jours ont passé, nous sommes le 9 juillet, et une patrouille de douane canadienne cherche le propriétaire d'un véhicule abandonné dans le coin. Leur route les amène à croiser un mystérieux jeune homme, à pied et équipé d'un sac à dos. Ils le contrôlent, sur sa carte d'identité ils lisent Blair Adams. Ils l'interrogent mais étant en manque de preuves, ils n'ont pas d'autre choix que de le relâcher. Pendant 24 heures, on ne sait pas où Blair est passé, mais on le retrouve à Seattle, dans une voiture louée. Il se dirige vers l'aéroport le plus proche et achète un ticket pour Francfort, en Allemagne. Là où il travaillait il y a quelques mois et où il a rencontré sa petite copine. Cependant, au dernier moment, il annule son voyage, prétextant que la personne qu'il avait prévu de rencontrer était malade. Plus tard, la police interrogera la petite amie de Blair, mais selon elle, il ne l'a jamais informée de son intention de lui rendre visite. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il a annulé son billet. Il décide plutôt de se rendre à Washington DC. Et c'est plus tard en fin de journée qu'il arrive à Knoxville dans une voiture louée. Tout ça on le sait grâce aux caméras de surveillance de l'hôtel dans lequel il va se rendre en début de soirée. Il paraît préoccupé, tourne en rond pendant plus de 40 minutes et décide enfin de louer une chambre. Quand l'hôtesse d'accueil lui tend ses clés, il semble changer d'avis, se retourne et sort de l'hôtel précipitamment à 19h37. C'est la dernière fois que l'on verra Blair vivant. On ne sait pas où il a essayé d'aller, mais une chose est sûre, il n'a pas réussi. Dans la nuit, quelqu'un s'en prend à lui dans un parking avoisinant, laissant son corps partiellement dénudé et sans vie sur le sol. On est le matin du 11 juillet 1996, le shérif arrive sur les lieux et plusieurs détails le perturbent. Déjà, le jeune homme est à plus de 4000 km de son domicile. Il a le pantalon baissé mais surtout éparpillé autour de lui tous les bijoux et l'argent que la victime avait retirés quelques jours plus tôt. Le shérif pense alors à un crime motivé par des raisons S.
Cependant, l'autopsie ne révélera pas de preuves allant dans ce sens. Mais elle révèle plutôt ça. Comme on s'y attendait, Blair a été violemment battu à mort. Une longue mèche de cheveux a été retrouvée dans sa main. La police n'est malheureusement pas parvenue à identifier à qui cette mèche appartenait. Pendant 15 ans, l'enquête n'a pas avancé. La famille Blair n'a aucune idée de pourquoi il s'est enfui, si ce n'est à cause de sa paranoïa naissante sur le fait que quelqu'un cherchait à le tuer. En 2010, la police de Knoxville abandonne les recherches par manque de pistes. La dernière info que l'on a sur cette disparition, c'est la mère de Blair, qui en 2017, lors d'une interview téléphonique, affirme que son fils s'est rendu dans le sud des États-Unis pour assister aux Jeux Olympiques prévus le 19 juillet 1996 à Atlanta. La police n'a pas réouvert le dossier, et en même temps, on peut les comprendre. La mère de Blair semble affirmer ça, sauf que c'est 20 ans après le meurtre. Pourquoi est-ce qu'elle en aurait pas informé la police plus tôt? Étant décédée en 2020, on n'aura jamais la réponse. Mais aujourd'hui, une question demeure. La mort de Blair n'est-elle qu'une coïncidence, ou alors est-ce qu'il avait finalement raison quand il disait à tout le monde que quelqu'un cherchait à le tuer? Andrew Gosden. On est le 14 septembre 2007 dans une école catholique de Doncaster, en Angleterre. Ce matin, un élève manque à l'appel. Il s'agit de Andrew Gosden, un jeune garçon de 14 ans décrit comme brillant par ses professeurs. Ça n'a pas manqué de perturber l'école parce que ce jeune homme n'a pas du tout l'habitude de sécher les cours. À vrai dire, ça ne lui est jamais arrivé d'être absent. Ils appellent donc ses parents, mais étant alors au travail, aucune réponse. Lorsque ces derniers, Kevin et Glenys Gosden, rentrent chez eux le soir, Andrew n'est pas dans sa chambre. Il pense alors qu'il joue à la console dans la cave sans prendre spécialement la peine de vérifier. Ça lui arrive de s'enfermer quelques heures devant sa console. Mais au moment de passer à table, Andrew n'est pas là, et il ne partagera plus aucun repas avec sa famille. Paniqués, les parents contactent la police. Andrew n'est pas du genre à partir sans donner de nouvelles, il est très casanier. Il passait le plus clair de son temps à lire et jouer aux jeux vidéo. Il sortait très rarement s'amuser avec ses amis. Avec lui, il manque sa console PSP, son sac et des vêtements. La première théorie qui vient est le kidnapping. Mais quand les officiers consultent les images de vidéosurveillance, cette hypothèse d'enlèvement tombe complètement à l'eau. Ce matin du 14 juillet, Andrew s'est bel et bien rendu à son arrêt de bus. Il est monté et c'est au moment de descendre du bus qu'un événement perturbant apparaît. Au lieu de suivre ses camarades en direction de l'école, Andrew se dirige plutôt vers la banque avoisinante. Là-bas, il retire l'argent récolté lors de son anniversaire, soit 200 livres sterling. Avec ce petit pactole, il se rend à la gare. Il achète un aller simple pour Londres. La femme au guichet tente de convaincre Andrew d'acheter le billet retour, mais le jeune homme refuse. Un homme dans le train à ce moment-là témoignera à la police. Il était à côté du jeune garçon, il le décrit comme calme, mais surtout hypnotisé par sa console portable. Plus tard, le train arrivera en gare de King Cross. Sur les images de surveillance, on voit Andrew marchant en direction de la sortie de la gare, et c'est ces images qui témoignent de la dernière trace du jeune garçon. La famille Gosden est dans une incompréhension totale. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé. Mais évidemment, il y a quelques théories. Je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est celle de l'homosexualité, avancée par le père lui-même. La famille Gosden est très croyante. Andrew et sa sœur étaient scolarisés dans une école catholique. Kevin Gosden pense que son fils, se découvrant peu à peu homosexuel, a eu peur de la réaction de ses parents. Cependant, ces derniers ne se sont jamais déclarés opposés à cela et aucune preuve de cette dite homosexualité n'a été avérée. Il y a une autre théorie que je trouve assez intéressante, c'est celle du grooming en ligne. Il faut savoir que 2 mois avant son départ, la famille d'Andrew a acquéri un ordinateur pour sa grande sœur, et il arrivait que le petit frère l'utilise de temps en temps. Quelqu'un l'aurait alors attiré à Londres, expliquant alors l'absence d'un billet retour. Le garçon espérait que quelqu'un le ramène en voiture après leur rendez-vous. Le souci, c'est que les autorités ont cherché dans cet ordinateur mais n'ont rien trouvé. Rien non plus sur les ordinateurs de son école, et son profil en ligne sur sa PSP n'était même pas configuré. Mais récemment, on a eu une piste. En 2018, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Un homme rentre en contact avec la famille Gosden. Il les informe d'une conversation qu'il a trouvée sur un forum en ligne. Ça concerne l'utilisateur du nom de Andy Roux, un surnom que les Gosden donnaient de temps en temps à leur fils Andrew. Ce Andy Roux demande si quelqu'un peut lui prêter 200 livres sterling pour payer son loyer. Son petit ami l'ayant quitté, il n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins. Mais le détail qui a interpellé les policiers, c'est que Andy Roux n'accepte que les prêts en espèces, parce que, ayant quitté sa famille à 14 ans, il ne possède pas de compte bancaire. Malgré les recherches de la police, impossible de savoir qui est derrière ce compte. Le mystère reste donc entier, mais si c'est avéré, ça confirmerait la théorie du père sur l'homosexualité de son fils et sa fugue. Et franchement, ce serait la meilleure des possibilités, parce que même s'il a l'air de vivre dans une certaine précarité, il vit. Et ça, c'est déjà une bonne chose. La famille Short.
La matinée du 15 août 2002, la police de Hawk Level en Virginie reçoit un appel. La famille Short a été assassinée. Derrière le téléphone, Chris Thompson, l'employé du père de la famille, Michael Short. Il devait le retrouver chez lui à 9 h pour commencer son service. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux, il constate le carnage. Après ce coup de fil, la police se dépêche sur place, découvrant alors l'horreur. Sur le canapé du garage, Michael Short, le père âgé de 50 ans, mort d'une balle en pleine tête. Sa femme Mary Short a subi le même sort, mais dans la chambre à coucher. Cependant, un détail saute aux yeux des officiers. Il manque la fille unique du couple Short, Jennifer, alors âgée de 9 ans. Dans sa chambre, son lit est défait et son oreiller au sol, ce qui fait tout de suite penser à des signes de lutte et donc un enlèvement. En fouillant la maison, aucun signe de cambriolage. Les biens matériels et même une liasse de 600 $ dans la cuisine n'ont pas été volés. Ce qui porte à croire que le réel but était bel et bien l'assassinat, mais également le kidnapping de la jeune Jennifer. Très vite, un appel à témoins est lancé. Des voisins disent avoir vu un homme aux alentours du domicile vers 8 h 30 du matin. Donc au moment supposé de l'attaque. Un portrait robot est effectué, mais ça n'a pas abouti à grand chose. Pendant des journées entières, la police cherche le coupable, mais surtout la fille, Jennifer, parce que la possibilité qu'elle soit encore en vie s'amenuise de jour en jour. Ils ont mis en place des avis de recherche et même des annonces télévisées, mais aucune nouvelle, aucun témoin. Et c'est 6 semaines après le drame qu'une piste apparaît. Un squelette est retrouvé dans un ruisseau près de Stoneville, à environ 50 km du domicile de la famille Short. Et après test ADN, il s'agit bel et bien du corps de la jeune Jennifer. Le crâne révèle un impact de balle, le même procédé donc que pour les parents. Étant donné l'état du corps, difficile de se prononcer sur la date du décès. La police a plusieurs suspects, mais aucun qui ne sorte du lot. Jusqu'à ce que le shérif Castle, alors chargé de l'enquête, se penche sur celui qui a trouvé les cadavres en premier, Chris Thompson, l'employé de Michael Short. Aucune preuve sur lui n'a été trouvée, mais Michael a eu de nombreux employés dans son entreprise de déplacement de mobil-home, souvent pour un emploi de courte durée. Le shérif se penche alors sur cette piste, mais les résultats sont assez décourageants. Cependant, contrairement à ce qu'on peut croire, il y aurait bel et bien quelque chose de lié au travail de Michael Short, parce que c'est au même moment qu'un témoin contacte le shérif au sujet d'un charpentier de 66 ans, Garrison Bowman. Le témoin affirme que ce Garrison a dit vouloir tuer un homme vivant en Virginie à cause d'un différend au sujet d'un déplacement de mobil-home. Michael Short aurait échoué à déplacer le mobil-home de Garrison alors même qu'il avait été payé pour le faire. En plus de ça, Jennifer a été retrouvée à 1 km d'une propriété qui appartenait à un ami proche de Garrison. Et il faut savoir que ce Garrison Bowman vit dans un mobil-home qui était comme par hasard positionné dans ce terrain au moment du triple meurtre. Et cet ami propriétaire du terrain a témoigné avoir vu Garrison avec un revolver le matin du 15 août. Mais actuellement, il était au Canada, où il était détenu par les autorités pour immigration illégale et conduite en état d'ivresse. Et il est ramené de force aux États-Unis en novembre 2002. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, tout accusait Garrison. C'était vraiment le suspect numéro 1 et beaucoup de gens étaient convaincus de sa culpabilité. C'est pour ça que lorsqu'il sort du tribunal déclaré totalement innocent, ça en a choqué plus d'un. Apparemment, le témoignage de son ami aurait été infondé, il aurait été poursuivi pour diffamation. Aucune preuve n'a pu être réunie contre Garrison. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude de qui a froidement assassiné cette famille. Les habitants de Hawk Level sont encore chamboulés 25 ans après ce drame et organisent encore aujourd'hui des événements commémoratifs pour leur rendre hommage. Tous les ans a lieu une balade en moto en leur honneur, passant par le ruisseau où Jennifer a été retrouvée. Le pont qui chevauche ce ruisseau a été renommé Jennifer Short Memorial Bridge. En 2019, un dernier rebondissement a lieu. La maison de la famille Short a succombé dans les flammes. Un bidon d'essence était présent, suggérant alors un acte délibéré. Mais les enquêteurs ne pensent pas que ça ait un lien avec le triple homicide. En 2021, le dossier a été officiellement rouvert, bien qu'il n'ait jamais vraiment été fermé. Mais depuis, silence radio. Et voilà les dernières nouvelles sur ce drame qui a chamboulé tous les États-Unis. Bon voilà, je sais que cette vidéo peut paraître énervante, voire même frustrante. Mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, vous abonner si ça vous plaît, et mettre un like pour le soutien. Et nous on se dit à la prochaine.